Les chroniques des BFM de ce soir sont consacrées spécialement à l'interpellation du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Rousseau, du 27 février dernier à l'Assemblée nationale lors des questions d'actualité suite à l'accord d'affermage entre la EKRC et la Sénélec. Pourquoi ce partenariat provoque-t-il des remous? On en parle avec Bruni Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Bruni, bonsoir à toi. Bonsoir Gabriel. C'est un plaisir de te voir. Merci beaucoup. Merci. La dernière séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale a été marquée par des vives tensions autour de l'accord entre le gouvernement et la Sénélec. Qu'est-ce qui a réellement provoqué cette opposition frontale entre le gouvernement et les députés? Dans la forme, il faut comprendre, Gabriel, que les questions d'actualité sont différentes. Cette séance est différente des questions orales avec débat. Donc, lors des questions d'actualité, seuls les députés qui ont interpellé, qui ont des questions, rebondissent après les réponses du ministre. Et donc, celles et ceux qui n'ont pas des questions ne peuvent parler, ne peuvent prendre la parole. Et nous avons constaté que dès l'entame donc de l'ouverture de cette séance d'actualité, des questions d'actualité, le député Ibouvi, qui n'a pas de questions dans cette séance, réagit. Il voudrait bien que cette question qu'il croit être question majeure, cruciale, soit débattue lors d'une séance de questions orales avec débat. Pas la réduire, donc cette question à une séance de questions d'actualité, puisque ça ne permettra pas à tous les députés de parler. Donc là encore, on constate que il y a un vrai souci. Le souci, c'est quoi? C'est que les questions d'actualité, même une question qui a été bordée par des questions d'actualité, en réalité, peut être encore débattue lors des questions orales avec débat. Donc, le député aurait mieux fait d'écrire à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée, pour interpeller le gouvernement lors d'une question de débat. Donc, ce qui nous intéresse maintenant en dehors de la forme, c'est ce qui le député soulève. On constate que, en dehors de la remarque qu'il fait donc au bureau, on constate qu'il brandit certains éléments sociaux, parmi lesquels donc la précarité de la population. Il parle de l'augmentation du prix de l'énergie donc après donc cet accord avec l'arrivée donc de la nouvelle société. Et pour le député, la population ne peut pas être donc à mesure, on va dire, capable de payer les 130 francs de l'électricité. Et finalement, on a vu que la séance s'est bien déroulée ensuite. Le député Mbossa, qui a posé la question, avait compris la démarche du gouvernement et a poussé le gouvernement à aller plus loin et surtout à consacrer le dialogue comme un moyen de résoudre ce problème, puisqu'il faut le savoir. Pourquoi le député réagit de cette manière? Parce qu'au départ, il y a eu des syndicalistes de la EKRC, Société électricité du Congo, et même des travailleurs qui, jusqu'aujourd'hui, boudent cette convention avec la Sénélec, boudent l'arrivée de la nouvelle société qui va commercialiser et distribuer l'électricité. Il y a eu donc ce débat, et finalement, l'Assemblée nationale qui représente le peuple bondit donc sur les préoccupations, on va dire, des agents du syndicat pour interpeller le gouvernement. Et on a vu aussi le président de l'Assemblée qui lui brandit le prétexte de l'élection présidentielle qui arrive donc dans un an pour dire finalement on ne devrait pas, donc à un an de cette élection, finalement vouloir mettre le pays un peu dans les remous ou encore dans les agitations sociales. Donc il faut préserver cette tranquillité, il faut préserver cette paix. Il faut donc éviter, il parle au gouvernement, toutes les décisions qui sont susceptibles de susciter ou de provoquer les remous. Par exemple, cette décision de convention, donc de partenariat avec la Sénélec, et qui aujourd'hui, on a vu, a suscité la colère des agents, aussi la colère, sinon la peur du côté de la population, la quiétude
de voir peut-être l'électricité, le prix de l'électricité augmenter. Donc voilà, tout s'est arrêté à ce niveau. Et finalement, on a vu aussi la clameur populaire sur la réaction de Jean-Claude Ibovi et aussi du président de l'Assemblée nationale qui a demandé la suspension de... Voilà, il faut savoir que c'est du devoir, non sinon c'est du droit, on va dire comme ça, le rôle des députés d'interpeller le gouvernement sur des faits qui concernent la population. Ils sont les représentants du peuple, ils doivent mieux comprendre, ils doivent mieux informer, et donc c'est un jeu politique et démocratique que les députés agissent de cette manière. Ils sont dans leur devoir, dans leur droit en tant que législateurs, en tant que parlementaires d'interpeller le gouvernement, d'agir tel qu'on l'a vu le président de l'Assemblée agir, ou encore comme le député agit. Donc c'est politique, c'est démocratique, il n'y a rien de grave à cela, mais que aussi que le Parlement, par exemple, s'oppose à une décision du gouvernement. Donc, quand on regarde de fond en comble que les intérêts, par exemple, de la population, qu'ils représentent d'ailleurs, sont bafoués ou encore ne sont pas respectés et que les populations ne sont pas priorisées dans les décisions du gouvernement, le Parlement a tout dans son droit de dire non et de bloquer certaines réformes s'il pense que finalement que ça peut impacter négativement sur le social du Congolais. Et c'est la réaction de Jean-Claude Ibovi que nous avons constatée. Nous allons revenir sur la réaction de Jean-Claude Ibovi, Brony, mais malgré les explications du ministre Émile Wosso, la décision de suspendre l'accord a été prise. Quelle pourrait être l'attitude du gouvernement face à cette réaction de l'Assemblée nationale? Peut-il faire marche arrière ou va-t-il chercher à imposer ses choix? Il faut comprendre que la démarche du gouvernement, elle n'est pas inventée. Voilà, elle n'est pas inventée. Elle n'est pas la volonté d'un seul homme. Il faut le comprendre. La démarche du gouvernement, c'est quoi? C'est apporter des solutions aux problèmes de l'électrification, sinon l'électricité au Congo, les problèmes énergétiques au Congo. Ça fait pratiquement 60 ans que l'État congolais n'arrive pas à résoudre ce problème. Vous constaterez que la Sénélec aujourd'hui qui fait débat a été créée un peu plus avant, plus après la Société nationale d'électricité, la SNE. 1972, je pense, ou 73 pour la SNE, 1983 pour la Sénélec. Mais aujourd'hui, quand vous avez suivi le directeur général de la Sénélec après donc la signature de cette convention, il a bien dit que nous avons vécu ce que le Congo vit et nous avons réussi à sortir de cette galère électrique. Aujourd'hui, on constate que la Sénélec, je n'ai pas envie de faire la publicité de cette société, est beaucoup sollicitée dans d'autres pays africains dans le cadre des projets régionaux dans l'Afrique de l'Ouest. Dans l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que cette société qui travaille avec plusieurs sociétés privées, il faut le reconnaître au Sénégal, a réussi quand même à stabiliser l'électricité, a réussi quand même à électrifier la ruralité. Cette société a réussi quand même à se doter aujourd'hui des infrastructures que nous n'avons pas encore au Congo. Donc, quand on regarde aujourd'hui la préoccupation du gouvernement, quand pendant longtemps, nous n'avons pas trouvé la solution sur les problèmes énergétiques. Quand on a pendant longtemps tergiversé, on passe d'un directeur général à un autre. On a cru que la transition entre la SNE et la EKRC devait résoudre le problème. Quand on a pensé à toi, finalement, on se rend compte que on fait toujours face. Et finalement, après étude, après enquête, on a constaté qu'il s'agit d'un problème de gouvernance. Et le gouvernement l'a dit aux députés qu'il s'agit d'un problème de gouvernance. Donc, il faut mettre en place des réformes pour permettre au Congo progressivement de trouver des solutions idoines et définitives à ces questions d'électricité. Et c'est pour cela, depuis 24 ans à peu près, sinon depuis 24 ans, le gouvernement avait mis en place des réformes à différents niveaux. Et le gouvernement a suffisamment informé à la fois les parlementaires et même les agents de la EKRC sur les réformes qui devraient donc se mettre en œuvre au fur et à mesure. Parce que le constat qui a été fait, que depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a traîné les pas sur la mise en œuvre des réformes. Il fallait aller très vite. C'est pour cela qu'en 2018, ils ont accéléré sur la transition, sinon la mutation de la SNE à la EKRC. Voilà. On est arrivé donc à ce point. Aujourd'hui, vous vous souvenez quand le ministre Saï, encore à la tête de ce ministère, passe donc devant les parlementaires, il signifie bien que nous devons aller vers
la mise en œuvre des réformes. Il garantit même qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix de l'électricité parce que les prix qui existent aujourd'hui, c'est des prix depuis 1974. Donc, la décision du président, soit de stabiliser ça à ce niveau, soit de réduire par rapport au niveau de vie des populations. Et donc, il avait donné les instructions, selon ce que le ministre disait devant les parlementaires, qu'on ne peut pas demander aux sociétés privées qui s'installent au Congo ou qui prennent, on va dire, la gestion dans le cadre des concessions des infrastructures dans ce secteur, de nous imposer, donc d'imposer au Congo les prix d'électricité. Il était hors de question d'arriver à cela. Le ministre Rousseau, donc l'actuel ministre, était devant les sénateurs pour leur démontrer comment est-ce que, après la EKRC, ce qui devrait se suivre dans la mise en œuvre des réformes. Il a rencontré après ou avant les travailleurs de la EKRC. Et donc aussi le syndicat, en présence du directeur général de la EKRC, il y a 2 ans, pour expliquer comment les réformes devaient se mettre en place, quel devait être donc l'impact. Il a même ce jour-là informé qu'il fallait créer une nouvelle société de commercialisation et de distribution d'électricité pour régler le problème de contre-performance ou encore pour résoudre toutes ces failles. Il faut donc créer une société qui va permettre finalement à la EKRC, qui devient aujourd'hui une société de patrimoine, d'être beaucoup plus efficace. Ça a été dit devant les agents de la EKRC et devant le directeur général. L'unique préoccupation de ces agents ou de la EKRC, c'était l'impact de ces réformes sur les agents. Quel était le sort réservé aux agents? Et selon le ministre, il était hors de question de licencier, hors de question de supprimer les droits, hors de question d'offrir les promotions à ceux qui sont là depuis, donc dans le cadre de l'ancienneté. Tout a été dit devant les parlementaires. Donc vous constatez que le gouvernement, jusqu'ici, est dans la démarche de la mise en œuvre progressive des réformes que le Congo lui-même a décidé de mettre en place. Le code, par exemple, de l'énergie ou les statuts qui régissent aujourd'hui la EKRC, vous le savez, rien ne peut se faire au niveau du gouvernement dans le cadre législatif sans que le Parlement y soit associé. Donc ça veut dire que les parlementaires, depuis pratiquement 24 ans, savent que le Congo partira d'un point A pour un point B dans la transformation de la société que nous avons, l'unique que nous avons jusqu'ici, de l'électricité, et surtout dans la mise en œuvre, sinon dans la recherche des solutions définitives des questions qui touchent l'électricité. Ça, les députés le savent depuis 24 ans. Donc aujourd'hui, le gouvernement qui pense être dans la démarche de la recherche définitive des solutions, à mon avis, ne peut pas se reculer parce que le Parlement est contre, mais peut se reculer parce que s'il pense que ces réformes appliquées aujourd'hui peuvent réellement faire entrave à la vie sociale ou encore impacter négativement sur les populations. Mais quand on regarde les arguments brandis par le député Jean-Claude Ibovie, qui a 20 ans, plus de 20 ans aujourd'hui, au sein donc de l'Assemblée nationale et parmi donc des vieux députés en termes d'ancienneté. Donc si on parle de 24 ans de la mise en œuvre des réformes, ça veut dire qu'il sait ce qui a été prévu en réalité, ou il devait savoir ce qui a été prévu. Voilà. Mais la réaction, le problème que nous reprochons aujourd'hui à certains élus du peuple, c'est que à l'hémicycle, à mon avis, il devrait apporter des éléments techniques, des éléments fiables. Ce qu'on attendait du député en réalité, c'est que le gouvernement parle des réformes qui ont été décidées par tous, donc, et le Parlement et le gouvernement. Oui, la mise en œuvre peut poser problème, surtout dans le contexte actuel. Mais ce qu'on attendait du député Jean-Claude Ibovie, c'est qu'il apporte quand même les éléments d'enquête. Ça veut dire quoi? Que j'ai eu accès, par exemple, à la convention signée entre le Congo et la société Sénélec, par exemple, qui a une convention avec 72 ou c'est pas 70 articles, que finalement, j'ai constaté qu'on a mentionné l'augmentation du prix. Que moi, j'ai mené, par exemple, les enquêtes, j'ai constaté qu'il y a un véritable flou à tel niveau, les preuves sont là. J'ai mené les enquêtes,
je me rends compte finalement que le gouvernement nous ment sur tel article. En réalité, le débat devait se focaliser à ce niveau. Les éléments techniques contre les éléments du gouvernement. Mais il parle de l'augmentation du prix. Ça, jusqu'ici, ce ne sont que des supputations, puisque de la bouche du gouvernement, il est bien clair, il est bien dit qu'il n'y aura pas d'augmentation, et s'il le faut, si on peut y arriver, il y a une agence de régulation donc qui appartient au Congo qui décidera s'il faut augmenter ou pas. Mais quand on regarde la vision du président, donc qui est le président, on va dire, de la majorité présidentielle, pour qui le député Bovy a voté, mais a fait voter puisqu'il est de la majorité, on comprend que dans sa vision, il n'est question d'augmenter le prix de l'électricité. C'est sa promesse à la population. Il veut de l'électricité pour tous, mais à un prix abordable. Et comme il part d'un prix abordable, nous sommes à 44, aujourd'hui 48, s'il veut, il part d'un prix abordable, un prix acceptable, ça veut dire qu'il est dans l'optique de baisser même aujourd'hui le prix de 48. Arriver même à 15. Voilà, peut-être. Donc, on ne peut pas imaginer l'augmentation si on est de la majorité présidentielle, puisque c'est dit de la bouche. Donc, jusqu'aujourd'hui, on a constaté que le député est en train de supputer comme la rue suppute. Et finalement, il n'a pas apporté les éléments qui pourraient peut-être pousser le gouvernement à reculer. C'est un débat, mais on aurait pu attendre. Mais par exemple, l'argument posé par le président de l'Assemblée nationale sur les élections, mais il faut savoir que c'est une élection majeure, comme il a dit, c'est très bien, mais le président de la République le dit, il l'a répété plus d'une fois sur les médias, qu'il ne se préoccupe pas encore maintenant de ces élections. Il a encore dit. Mais le président Mvouba, lui, parle de la préservation de la paix à l'approche des élections. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd'hui peut susciter ou provoquer les remous dans un État? Est-ce les réformes qui visent à solutionner les problèmes ou l'absence des solutions aux problèmes qui minent la société? Je prends un cas simple. Le président de la République, candidat par exemple, en 2026, il a un projet de société. Il a fait beaucoup de promesses aux Congolais. Sur le plan de l'électrification du Congo, c'est lui qui parle des concessions. Il dit ceci, que nous devons donc opter pour les concessions. Mais au cas où nous ne trouvons pas les acteurs du secteur privé, le gouvernement, l'État lui-même subventionnera, sinon portera ce dossier, donc matérialiserait lui-même, des projets dans le domaine de l'électrification. Donc, ce que fait le gouvernement aujourd'hui n'est que la matérialisation de ce projet de société. Donc, si lui est candidat à cette élection de 2026, et que cette promesse sur la concession, sur la stabilité électrique, sur l'accès à l'électricité, pour tous, n'est pas, si cet engagement n'est pas tenu ni respecté, dis-moi, est-ce que les Congolais auront le courage d'aller le voter? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça l'absence de solutions qui peuvent aujourd'hui susciter les remous et même déranger la population? C'est vrai, il faut savoir que les réformes dans tous les pays du monde, le président l'a dit, le Premier ministre l'a aussi répété plus d'une fois, ont toujours été butées, parfois aux gens qui sont réfractaires, ou encore parce qu'on est habitué pendant des années à vivre dans un système, et finalement, quand on veut changer, c'est toujours difficile. Mais si on est sûr d'aller vers une bonne solution, il faut donc appliquer les réformes, qu'elles fassent mal ou pas, mais ce qui compte, c'est des résultats. Parlons des réformes, restons-y, Bruni. Cette opposition entre l'exécutif et le législatif pose une question de fond sur les réformes voulues par le gouvernement. Pourront-elles encore passer ou faut-il s'attendre à un blocage systématique? Bon, aujourd'hui, comme je viens de le dire tout à l'heure, quand on regarde ce qui pose problème aujourd'hui, en réalité, ce ne sont pas les réformes comme telles, puisque c'est quand même, il faut quand même se poser la question, pourquoi depuis 24 ans, depuis que le directeur général de la EKRC est installé dans ses fonctions, puisque c'est lui, quand il est nommé, il nous promet de résoudre ces problèmes en 2023. Qu'en 2023, on ne devait plus avoir des problèmes de délestage. D'où il avait parlé de blackout.
D'abord, il dit qu'en 2023, quand il est nommé, il dit qu'en 2023, il y aura plus de délestage dans ce pays. Oui. Mais il se rend compte après que finalement, le vrai problème de l'électricité au Congo, c'est le transport. C'est-à-dire que partie de Pointe-Noire pour Brazzaville. Mais ça coûte extrêmement cher actuellement pour résoudre ce problème. La EKRC n'a pas d'argent. Le gouvernement congolais, vous le savez aujourd'hui, est en train de maigrir, entre guillemets, faute de moyens. Donc le Congo seul ne peut pas aujourd'hui résoudre ce problème dans le contexte financier et économique actuel. La EKRC n'a pas ces moyens puisque c'est beaucoup de milliards et des milliards de francs CFA. Donc il faut avoir recours aux sociétés privées ou aux privés, des gens qui sont capables, qu'ils soient congolais ou étrangers, qui peuvent injecter de l'argent pour résoudre ce problème. La EKRC ou le DG en est conscient depuis qu'il est là. Que, je vous parlais tout à l'heure, vous vous souvenez encore que le directeur de transport et de la distribution, je ne sais pas s'il est toujours là, monsieur Lucien Armel Itoua, l'a dit sur Télécongo, quand on lui a posé la question, quelles sont les solutions définitives? Il dit, en dehors de ce que nous, la EKRC est en train de faire sur les moyens, les moyens donc propres, le gouvernement s'attelle aussi à associer le privé dans cette démarche. Donc, ça veut dire que la EKRC est informée et consciente, après tous les échanges que le gouvernement a eu avec des agents, de la mise en œuvre progressive des réformes. Et la question qu'on se pose, mais pourquoi cela aujourd'hui énerve tant les agents ou les syndicats? Peut-être le choix. Le problème, c'est, en réalité, ce n'est pas la Sénélec comme telle, ce ne sont pas les réformes, puisqu'ils sont informés de ces réformes depuis longtemps. Personne ne s'y opposait. Même l'Assemblée ne s'est jamais opposée. Pourquoi? Il peut arriver, si on comprend bien, il y a un problème de méfiance vis-à-vis du gouvernement. Il y a un problème, on reproche au gouvernement un problème de transparence dans la mise en œuvre de ces réformes. Et si vous regardez, le débat ne tourne qu'autour de ça. Et vous avez aussi, ce que je disais tout à l'heure, des gens qui sont bien huilés dans ce système de corruption, dans ce système, nous avons vu, de paresse, de voir le pays rester dans cet état, et qui s'opposent à ce que les choses changent. Quand on parle de la méfiance, par exemple, vis-à-vis du gouvernement, c'est que on se demande, oui, ça fait 3 ans que l'appel d'offres a été lancé, mais sur quels critères la Sénélec a été choisie? Pourquoi pas une société américaine? Pourquoi pas une société, par exemple, et on va dire marocaine, puisque le Maroc a réussi aujourd'hui à stabiliser son électricité. Sur quelle base vous avez choisi la Sénélec? La nouvelle société qui est créée, la Sociélec, si c'est bien ça, qui est derrière? Puisque c'est une société de droit congolais qui serait, on va dire, une représentation de la Sénélec, mais qui est derrière. Donc, quand on regarde tout ça là, ceux qui n'ont pas eu accès à ces conventions, ceux qui n'ont pas réellement travaillé avec le gouvernement, pensent qu'il y a un vrai souci de transparence dans cette affaire-là. Et c'est pour cela, n'ayant pas compris la démarche, ayant constaté peut-être le flou, les agents aujourd'hui protestent contre ça. Vous avez aussi la méfiance vis-à-vis de celui qui porte les réformes. On a constaté par exemple le ministre Wosso qui est là depuis plusieurs années et qui a plusieurs fois changé de portefeuille ministériel, et ce gouvernement qui peine souvent à trouver des solutions aux problèmes. Est-ce que c'est des personnes, est-ce que c'est un gouvernement fiable? Est-ce que ce ministre qui était l'ancien DG de la SNE et qui depuis pendant plusieurs années, il est au gouvernement sans réellement un bilan positif, est-ce que c'est à lui qu'il faut faire confiance? Est-ce que vraiment on peut continuer à travailler avec ce gouvernement? Il y a ces questions aussi qui se posent. Mais vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui sont habitués par exemple à la corruption, à la tricherie, qui sont habitués aujourd'hui à voir, par exemple, à travailler en coulisses avec ceux qui piratent l'électricité et qui gagnent beaucoup d'argent d'ailleurs derrière ça. Et ceux qui aujourd'hui pensent que finalement ils s'enrichissent derrière la EKRC ou encore le système qui est mis en place, ces gens-là vont toujours s'opposer au changement. Donc aujourd'hui, il faut comprendre
que le gouvernement, il y a aussi l'aspect pauvreté soulevé par le député Jean-Claude Bourvu qu'il ne faut pas négliger, c'est que le gouvernement a créé les conditions de sa propre faiblesse. L'État congolais a créé les conditions de sa propre faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il est difficile aujourd'hui de faire passer les réformes dans le contexte social actuel. C'est l'argument brandi par le député. Il n'a pas tort. Bon, je n'ai pas envie d'être juge ici, mais je vous explique pourquoi c'est un peu difficile. Le gouvernement, pendant longtemps, sinon l'État congolais pendant longtemps, a réussi à appauvrir sa population. A réussi aujourd'hui à creuser un fossé énorme entre les dirigeants et la population. Vous avez aujourd'hui les riches dans ce pays sont des ministres qui ne payent pas d'électricité, qui ne payent pas l'eau, qui ont les avantages que la population n'en a pas. Vous avez donc une population qui de plus en plus s'appauvrit. Il est donc difficile aujourd'hui de convaincre la population dans ce contexte actuel de payer l'électricité, si ça passe peut-être à 130, je ne sais pas, ou si ça s'est augmenté, alors que ceux qui sont riches, qui bénéficient de tous les avantages, ne le payent pas. Il serait difficile aujourd'hui que les gens acceptent les réformes quand on sait que finalement cette population est en face des dirigeants. Je le disais tout à l'heure, ce sont eux qui se soignent en Europe, qui envoient leurs enfants dans les grandes écoles, et qui parfois même achètent l'eau à boire à l'extérieur. Comment peut-on aujourd'hui accepter des réformes quand on sait que ceux qui sont censés donner l'exemple ne le donnent pas? Ils ne peuvent pas aussi, le peuple ne peut pas aussi à un moment donné accepter les réformes quand on sait que l'État, le gouvernement lui-même, n'a pas donné l'exemple sur la réduction du train de vie de l'État. Parce que dans le projet du président de la République, Ensemble poursuivant la marche, il est bien clair qu'il fallait donc réduire le train de vie de l'État. Mais jusqu'ici, si, par exemple, avant de mettre en œuvre ces réformes, le gouvernement avait pensé réduire le salaire des ministres, s'il avait pensé réduire le train de vie de l'État, supprimer certaines institutions qui pèsent aujourd'hui lourd sur le budget de l'État. S'il avait pensé aujourd'hui de supprimer cette loi qui exclut, on va dire, qui demande, qui exclut le paiement, on va dire, qui exonère, voilà, tous les ministres de payer l'eau et de l'électricité, toutes les autorités à un certain niveau. Si l'État avait commencé, si le gouvernement avait commencé par ces réformes ou ces mesures, je pense que tout ce qui arrive après pouvait être accepté par la population. C'est pour cela que les députés, qui n'ont en réalité pas des arguments techniques comme on a constaté la dernière fois, s'appuient sur la pauvreté de la population pour dire que dans le contexte actuel, il est difficile de faire passer les réformes. Donc à ce niveau-là, le gouvernement, oui, peut reculer. Le gouvernement peut voir finalement que les réformes, oui, mais à quel moment apporter les réformes? Le gouvernement peut être pressé, comme on a dit, qu'il traîne trop sur les réformes, oui, mais là, il est difficile. Donc, il faut voir par où commencer. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par la lutte contre la corruption dans les régies financières? Est-ce qu'il ne faut pas donner l'exemple aujourd'hui en traduisant tout ce qui détourne l'argent du pays devant les tribunaux? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par ces actes aujourd'hui pour rassurer la population? Donc, pour résumer, tous les remous ou toutes les agitations que nous constatons, les réactions des agents de la QRC et même d'une partie de la population partent aussi du fait qu'aujourd'hui, il y a ce fossé entre les dirigeants et la population. Il y a cette méfiance où la population dans son ensemble n'a plus foi à ses dirigeants. Et c'est pour cette raison, il serait difficile de faire passer les réformes, surtout les réformes pour les réformes. Brony, la tension autour de l'accord avec la Sénélec est-elle un simple épisode économique et social ou le signe avant-coureur d'une recomposition politique plus profonde? Faut pas. Moi, à mon avis, je pense qu'on ne devrait pas politiser ces accords-là. Aujourd'hui, soit le Congo accepte d'avancer dans les réformes pour réellement trouver les solutions aux problèmes qui minent la société, soit les gens décident de rester dans le statu quo, donc de garder la position sociale, les conditions sociales actuelles. Aujourd'hui, ça peut être une autre société. On parle de la Sénélec parce que le gouvernement, selon
certainement ses propres raisons, a porté le choix sur la Sénélec. Mais après, il faut savoir, c'est pas une petite société aussi. Donc, ça pouvait être aussi notre société, ça pouvait aussi être un Congolais qui finalement décide d'injecter son argent dans le secteur électrique. Puisque il faut savoir que le Congo n'est pas l'unique pays au monde qui aujourd'hui tente de libéraliser ou libéralise ce secteur. Les gens ont parlé de la souveraineté nationale, les gens ont parlé du patrimoine national qu'on ne devrait pas donner aux étrangers, mais quand on regarde de fond en comble, selon les éléments que nous avons, il n'y a pas, on va dire, un problème de souveraineté. On parle de souveraineté quand un État comme le Congo est totalement dépendant sur ce secteur, par exemple, énergétique d'un autre pays. Si, par exemple, toute l'électricité que nous avons vient de l'extérieur. On parle aussi de la souveraineté de l'État quand l'État ne contrôle absolument rien dans un État. Par exemple, le secteur est libéralisé, où on a tout vendu au privé et l'État finalement ne contrôle plus rien. Ça veut dire que le privé peut se réveiller un bon matin, augmente les prix, l'État n'a pas le contrôle. On peut décider aujourd'hui de supprimer l'électricité finalement dans certains ménages. L'État ne peut rien dire, mais nous ne sommes pas sur papier jusqu'à ce niveau sur ça. Les États-Unis, quand vous regardez très bien, j'ai envie de prendre cet exemple, les États-Unis ont totalement libéralisé le secteur énergétique. L'électricité est gérée par le privé. Et tout ce que l'État fait dans ces États, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le contrôle total du secteur. Donc, vous avez le contrôle public. Le gouvernement met en place une régulation, il met en place des lois, des règles qu'il faut respecter à tout prix. Et vous avez, si vous suivez le ministre Wosso, il le dit clairement, il dit, dans ces conventions, il est bien clair qu'à moindre faille, l'État, le gouvernement a le droit de retirer ses licences ou encore de supprimer les concessions avec les entreprises qui failliront ou qui ne feront pas le travail comme il faut. Ça veut dire quoi? Quand on regarde le Nigeria, quand on regarde même en Afrique du Sud, on regarde même au Ghana, aujourd'hui, la tendance est vers la libéralisation parce que, je le disais, que dans le contexte actuel, l'État congolais n'a pas de moyens pour résoudre ce problème et même la EKRC n'a pas suffisamment de moyens pour résoudre le problème électrique au Congo. On a constaté Eskom, par exemple, en Afrique du Sud, qui est aujourd'hui presque asphyxié et qui compte travailler avec le privé pour résoudre le problème électrique en Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui, la question principale, c'est de trouver la solution au problème. Mais il faut donc trouver des solutions viables, les solutions qui durent, les solutions qui vont réellement permettre au Congo de se développer à travers son électricité. Donc aujourd'hui, quand on regarde selon ce qui est sur le papier, les concessions ne sont pas des ventes, donc le gouvernement n'a vendu aucun barrage, sinon une infrastructure quelconque électrique à une société. L'État dit jusqu'ici qu'il garde le contrôle sur ces sociétés, à telle enseigne que la société de patrimoine, EKRC qui devient la société de patrimoine, a le devoir aujourd'hui, sinon le droit, de gérer et de détenir et de gérer ces infrastructures. Ça veut dire que toutes ces infrastructures restent aujourd'hui sous le contrôle total de EKRC. C'est EKRC qui doit aujourd'hui, quand on parle de détenir donc ces infrastructures, tout ce qui est décidé de faire, EKRC s'implique. EKRC peut chercher les financements pour injecter. EKRC peut aujourd'hui décider qui peut prendre telle ou telle infrastructure. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'on ne devrait pas politiser cette convention. Si c'est la Sénélec qui pose problème en ce moment-là, et les parlementaires et le gouvernement devraient en réalité s'asseoir pour voir comment orienter cette convention. Si c'est le contexte actuel social qui paraît difficile, nous l'avons dit, une population meurtrie, population appauvrie, qui ne peut pas aujourd'hui supporter les conséquences, par exemple, de ces réformes, ok, on peut attendre à un moment donné. Parce que ce qu'on reproche au gouvernement, c'est de ne pas avoir aujourd'hui mis en place, on va dire, les possibilités ou les moyens pour permettre cette transition.
Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on signe cette convention? Qu'est-ce qu'on fait pendant que la Sénélec règle les problèmes? Puisque la Sénélec promet d'abord un audit dans 3 mois, même s'ils disent avoir déjà travaillé plus ou moins avec les cadres de la EKRC, mais ils promettent quand même un audit et voient sur 10 ans à peu près comment résoudre ce problème. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait avec ces agents? Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait avec la population? Je crois que ce sont ces mesures d'accompagnement ou transitoires pendant cette période qui n'ont peut-être pas été, à mon avis, prises pour éviter tout ce que nous avons vécu. Sinon, il n'y a rien de nouveau dans la démarche qui est enclenchée par le gouvernement. Toutes les parties le savent. Le Parlement sait que depuis 24 ans, le gouvernement est dans les réformes. Les syndicalistes le savent que depuis 24 ans, le gouvernement est dans les réformes. Et même la EKRC dans l'ensemble sait que le gouvernement est dans les réformes. Donc les questions qui se posent, on est dans un monde totalement politisé. C'est des guerres de positionnement, puisque quand on parle des élections, en réalité, on ne devait pas s'en préoccuper si les élections se déroulaient normalement, si on n'avait pas de problème de contestation. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens vont s'inquiéter en France à l'orée des élections. Je ne vois pas comment on peut s'inquiéter au Nigeria à l'orée des élections. C'est un moment, on va dire, important pour chaque citoyen, parce que c'est le moment de porter le choix sur le président qu'il voudrait avoir. Donc, ça ne devrait pas faire peur. Si ça fait peur, ça veut dire qu'il y a des calculs politiciens derrière. Et vous l'avez même entendu de la bouche du député Jean-Claude Bovy, que ces accords seraient un agenda caché contre le président de la République. Mais quel agenda caché alors que l'on s'appuie sur les réformes qui ont été mises en place à la fois par eux-mêmes et par le gouvernement. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que on va peut-être aller vers, on va dire, le retrait du gouvernement face à ces réformes, puisque c'est le peuple qui parle à travers donc l'hémicycle, à travers ses représentants. Donc, à un moment donné, si on pense que ça peut créer des remous, si on pense que la population n'a rien compris de ce qui se passe, et finalement, le gouvernement peut à un moment donné reculer et attendre le moment opportun pour aller de l'avant. Mais ça, il faut savoir que les députés qui aujourd'hui brandissent ces arguments de précarité, à mon avis, n'ont pas suffisamment informé la population sur ces réformes. Et on constate, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, que les députés, on a l'impression, on constate, ne mènent pas réellement les enquêtes, alors que ils ont ce droit de mener les enquêtes. On voudrait avoir des débats sur article contre article, éléments techniques contre éléments techniques, des preuves tangibles contre preuves tangibles. Mais souvent, on assiste à des discussions où, vous l'avez vu, le député qui parle de l'augmentation et donne même le prix, alors que, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement de son côté dit ne pas avoir prévu d'augmenter le prix. Donc, ce ne sont pas les éléments techniques. Donc, aujourd'hui, il faut faire comprendre à la fois à la population et à leurs représentants que le pays s'est engagé à trouver des solutions aux problèmes qui minent. Et ça, dans tous les pays du monde, il le faut. Mais pour qu'on y arrive, il faut des réformes. Des réformes, c'est pas... On en a vu, dans chaque secteur dans ce pays, il y a eu des réformes. Même si des réformes qui ne touchent pas directement le sol. Dans tous les secteurs. Le secteur de l'environnement, dans le secteur de la forêt, dans le secteur comment on appelle, de l'hydrocarbure, dans le secteur de la santé et de l'éducation, il y a eu des réformes. Et tous les jours ou presque, on est passé à un bac avec 2 tours à un seul bac aujourd'hui. Ce sont des réformes. On est passé aujourd'hui presque à la suppression du concours au niveau de CM2. Ce sont des réformes. On est passé aujourd'hui, le ministre de l'enseignement technique a apporté des réformes dans le secteur de l'enseignement technique pour dire finalement, quand on prépare, que tout candidat au bac doit passer par un stage. Ce sont des réformes. On a constaté que ça a boudé à gauche et à droite, mais aujourd'hui, le gouvernement a réussi à le mettre en place. Donc, quand on parle de réformes, quand on veut des réformes, ça veut dire quoi? Si on veut qu'on règle le problème d'électricité, ça veut dire qu'il faut s'attendre qu'il y ait un changement. Il faut s'attendre que un poteau qui a été placé ici et qui peut-être permettait à la population d'avoir un peu de l'ombre peut quitter tel endroit pour un autre endroit. Donc ça peut faire mal, mais ce sont des réformes. Mais on est on est dans un pays aujourd'hui dans lequel les populations sont appauvries. Il devient donc difficile d'apporter des réformes. On est aussi dans un pays où l'homme politique a facilité un peu
toute cette paresse psychologique et mentale de la population à telle enseigne que tous, on est hostile ou sinon on est réfractaire au changement. C'est l'homme politique dans ses promesses, on va dire, irrationnelles, dans ses promesses faramineuses, on va dire, a réussi à rendre paresseux tout un peuple au point où personne ne veut plus avancer. C'est ça le problème. Quand vous regardez le projet de président de la société, vous avez l'impression, voilà, pardon, le projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso, vous allez vous rendre compte que il y a des très bons projets, mais quand on regarde des projets, ça a été fait en 2021, mais quand on regarde dans quel état, dans quelles conditions économiques le pays se trouvait en 2021, on sait que c'est irréalisable. Et le projet n'est pas chiffré. Donc, on ne sait pas par année combien le président de la République a besoin pour matérialiser son projet. Sur 5 ans, combien a-t-il besoin pour matérialiser ce projet? Donc, on est confronté à ces intentions qui sont dans ces projets et à la réalisation. Je prends un cas simple. Le lac Tipunga, Pointe-Noire qui pose problème aujourd'hui. Est-ce que vous le savez, dans le projet de président de la République, c'est une réserve. Comme dit Monica, par exemple. Mais allez voir ce qui se passe actuellement à Tipunga. La construction d'une canalisation pour faire de ce lac-là un desservoir qui doit recevoir toutes les eaux qui viennent de cette zone et même des déchets d'ailleurs. Ça veut dire c'est un lac. Ça ne coule pas. Ça veut dire dans quelques années, ça va totalement être inondé, totalement détruit. Mais pourtant, dans le projet de président de la République, c'est une réserve. Mais qui construit? C'est le gouvernement encore qui construit. Donc, on comprend que même ceux qui sont dans ce gouvernement, pour la plupart peut-être, je pense que les ministres n'ont peut-être pas eu le temps de lire de fond en comble ce projet de société, et même ceux qui sont de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, et qui oublient tout le temps que ce sont eux qui votent les mêmes lois, qui oublient tout le temps que c'est eux-mêmes qui apportent ces réformes, qui valident ces réformes, et qui oublient que l'Assemblée nationale a financé, vous le savez, a donné un financement additionnel au gouvernement congolais pour construire le réseau de transport, pour résoudre ce problème. Si tout le temps on doit oublier ce qu'on a fait, ça veut dire que on n'a pas encore les hommes qu'il faut pour réellement porter le changement. Il ne faut pas s'attendre au changement maintenant. Merci Bruni. Merci Gabriel. Espérons que le gouvernement congolais tiendra compte des préoccupations des Congolais pour résoudre le problème d'électrification au Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt.